Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis au Québec, dans un studio d'enregistrement au Québec. Comment j'ai atterri là, Christian? Mon Dieu! Ben, par l'entremise d'un ami commun. Je sais pas, t'es débarqué de l'avion, t'es arrivé directement chez moi. Ouais. J'adore être justement dans le moment présent et vivre avec le cœur, vivre avec l'intuition. Et ce qui m'a beaucoup plu, juste d'arriver sur ton site comme ça et de regarder un petit peu ton profil, c'est que je me suis rapidement aperçu que tu étais quelqu'un qui parlait avec le cœur, qui écrivait les chansons avec le cœur, puisque tu es auteur, interprète, compositeur, enfin artiste. Hein. Tu vas de salle en salle, tu chantes, mais tu crées aussi des chansons pour les autres. Et j'ai senti une âme derrière tout ça et ça fait du bien. Ben, ça me touche beaucoup que tu me dises ça parce que ça fait quand même plusieurs années que je roule ma bosse, comme on dit au Québec, que je gagne ma vie comme artiste. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de garder cette intégrité-là et surtout d'avoir choisi de faire ce métier-là pour les bonnes raisons et pas pour les raisons qui sont plus, je les appelle les raisons plastiques. Ce ne sont pas les raisons qui me poussent à faire ce métier-là parce que, à prime abord, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'avais besoin de me libérer moi-même parce que je vivais des angoisses, je vivais de l'anxiété énormément et j'avais besoin de me faire du bien à moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quand on y mettait 100% d'honnêteté, de cœur et d'âme, que c'est ça qui transpirait et c'est le message qui a été véhiculé. Je me suis rendu compte par la suite que ça faisait du bien aux gens qui écoutaient la musique. Et j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Puis depuis le début de ma carrière, c'est de cette façon-là que j'ai décidé de tenir le fort. Et on a tous envie de cette authenticité, on en a marre de ce qui est... Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre de ce qui est trop parfait, ce qui est trop léché, ce qui est trop... on a envie de vrai, là. On a envie de mordre la vie maintenant de plus en plus et d'être au cœur du sujet. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est mon modus operandi. Et des fois, quand on essaie de rester intègre, on peut bien dormir la nuit, mais ce n'est pas toujours la meilleure façon, des fois, pour avancer de façon commerciale. Particulièrement dans le milieu de la musique, le milieu de la radio, le milieu de la télévision, l'industrie de musique de façon commerciale est pas toujours ouvert à de la musique introspective et de la musique avec message, etc. Alors, c'est un choix. C'est un choix qui est extrêmement bien assumé. Et si on est capable de relier un succès relativement commercial tout en restant 100% intègre, tant mieux. Mais c'est pas le but ultime du métier. Là. Je pense que le but ultime, c'est de faire les choses pour les bonnes raisons et d'être intègre avec la musique et le message qu'on véhicule. Ouais, parce que c'est quand même une sacrée machine africaine, la musique. Oui. Tu l'as vu de près, puisque tu es passé à Los Angeles, tu as passé pas mal de temps là-bas. En 99, ton titre a été un grand succès. Ça a été un succès, ça a été un grand succès dans certaines places aux États-Unis. Il faut faire attention parce que les États-Unis, c'est un pays immense. Quand on parle de succès commercial, on a fait un numéro 4 dans un top 20 qui regroupait environ une centaine de stations de radio. Mais aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de stations de radio. Donc, on peut dire que ça a été un hit dans certains États des États-Unis, dans certaines régions, en Floride, en Alabama, au Mississippi, dans certaines de ces régions-là, ça a été un gros succès. Par contre, il faut être honnête, ça n'a pas été un succès à l'échelle des États-Unis au complet. Ça m'a quand même permis de voyager, de faire plusieurs spectacles, jusqu'à un spectacle sur Sunset Boulevard, qui est la strip de Los Angeles la plus reconnue. Et à ce moment-là, c'était ma première expérience en tournée. J'avais jamais fait de tournée avant. J'avais été habitué à chanter sur un petit tabouret avec une guitare acoustique à la main, à chanter des reprises. À ce moment-là, je chantais du Nirvana, du Oasis, du Pearl Jam, du Beatles. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un album, un simple qui roulait à la radio, un groupe debout, une guitare électrique. Ça a été un moment extrêmement difficile pour moi. J'étais pas prêt à ça. Et ça a été le début, je te dirais, de l'angoisse multipliée par 10. Tout est arrivé trop vite. Et il a fallu que je m'arrête, que je dépose la guitare pendant 2 ans, sans toucher à la guitare, mais sans ouvrir le coffre. Et un jour, je suis tombé sur le livre du Dalai Lama qui s'appelle toujours L'art du bonheur. Et, oui. Et j'ai commencé à lire ce livre-là au début des années 2000. Et ça m'a poussé à avoir envie d'écrire une chanson en français, parce qu'avant, c'était une carrière anglophone que j'avais. Et j'ai été extrêmement original dans mon choix de titre. J'ai appelé la chanson L'art du bonheur, parce que c'était une belle influence pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je suis tombé en amour avec l'écriture en français et
J'ai jamais arrêté d'écrire en français depuis. Mais il y a eu quand même la mort de ton père, d'après ce que j'ai compris, en 2000, qui a énormément bouleversé tout ton écriture. Absolument. J'ai commencé à écrire en 2000, en français, 2000-2001, et mon père est décédé en 2002. Alors ça a été un moment marquant. Ouais, un moment marquant. J'ai décidé de me reprendre en main, de me remettre en forme, de faire attention à moi, faire attention à ce que je mangeais, d'aller retourner au gym. Pourquoi Je ne sais pas. Mon père, c'était définitivement la personne la plus importante dans ma vie. On avait une connexion. C'était pas une symbiose qui était maladive. Au contraire, il y avait une symbiose très, très poignante entre mon père et moi. On était très proches. Le perdre, ça a été un gros coup. Mais bizarrement, et là, des fois, j'explique ça, puis j'ai un petit peu de difficulté à m'expliquer. L'année qui a suivi la mort de mon père a probablement été la plus belle année de ma vie. Parce qu'on dirait que j'ai vu clair et j'ai décidé de prendre des choses en main. Tout allait bien. Je travaillais fort, je travaillais bien. Il y avait des belles choses qui se passaient. C'est à ce moment-là, je peux dire que tout le côté intégrité, musique, francophone, message, introspection, c'est vraiment là que ça a pris son envol. Je te dirais quelques mois après la mort de mon père. On constate souvent chez les gens, c'est le fait des fois d'être dans la souffrance ou d'être dans des moments comme ça qui nous permet de trouver le meilleur de nous-mêmes. Comment tu l'expliques ça? Parce que souvent les interprètes, les personnes qui écrivent des chansons le disent bien, c'est dans les moments de pire malheur qu'on écrit le mieux en général. C'est triste parce que c'est vrai. Mais au fil des ans, étant donné que l'écriture est devenue une partie intégrante de ma vie, je gagne ma vie à écrire des chansons pour moi, mais je gagne ma vie également à écrire des chansons pour d'autres artistes. Et c'est devenu un travail pour moi. Alors, je me suis rendu compte que c'était possible d'y mettre du cœur, de l'âme, sans avoir besoin de se détruire l'intérieur ou d'être dans un état d'âme qui est malsain ou angoissé pour faire sortir des émotions. Je trouve ça triste de devoir souffrir pour écrire sur la souffrance. C'est possible de ne pas souffrir au moment présent et de quand même écrire sur la souffrance. C'est difficile à expliquer, mais c'est possible. On n'a pas besoin de se faire du mal sur une base constante. Sinon, moi, en tant qu'auteur-compositeur qui écrit à tous les jours, il faudrait que je souffre à tous les jours pour écrire des bonnes chansons. Ça ne fait pas de sens. Donc, je ne vivrai pas dans le moment présent. Je n'appliquerai pas les doctrines que j'essaie de véhiculer au travers de mes chansons. Ça serait un peu un paradoxe. Je parlerais et je chanterais des choses que je n'applique jamais sur une base régulière. Ça serait complètement stupide. Et là, ça serait faux-né. Un terme francophone du Québec, ça serait pas vrai. Je m'emporte un peu, mais non, c'est bon! Ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup souffert d'angoisse, énormément. Et je me suis rendu compte, avec le recul, que j'ai fait une dépression. J'ai fait probablement un burn-out, qu'on dit ici, excusez pour l'anglicisme. Et à ce moment-là, personne ne le savait autour de moi. Personne. Personne. Tout le monde pensait que ça allait bien. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Je souris beaucoup. Je fais des blagues. Mais j'ai d'une souffrance épouvantable à l'intérieur et j'en ai jamais parlé à personne. Et ça, je pense que c'est triste de vivre ces choses-là. Mais il y a des chansons qui sont sorties de ça. Et ça fait partie de mon bagage. Ça fait partie de mon histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles pour des personnes justement qui passent des moments difficiles? Je sais que la musique, qui est pour beaucoup, nous aide énormément des fois à se retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseilles, que toi tu fais pour te retrouver justement, mis à part la musique? La lecture. La lecture, on en a parlé un peu avant que l'entrevue commence. L'art du bonheur m'a beaucoup touché. Il y a eu également le livre d'Edgar Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui lui aussi est arrivé à un moment spécial dans ma vie. La série, la trilogie Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, que j'ai rencontré personnellement il y a une dizaine d'années, justement à ce moment du paroxysme de l'angoisse. Je suis allé dans une conférence de Neale Donald Walsch, puis j'ai fait la file. Je l'ai attendu après sa conférence, un peu comme on attend un chanteur après son spectacle pour une autographe. Ça a été vraiment une belle expérience parce que c'est comme si les rôles étaient inversés. Je suis arrivé devant lui, puis je suis parti à pleurer. Il n'y avait pas grand-chose que j'étais capable de dire, mais seulement d'être là devant lui me fait un grand bien. Donc, la lecture, évidemment, la méditation. Je néglige la méditation depuis plusieurs mois. Je dois recommencer. Il y a le yoga aussi qui fait du bien. Aller au gym, bien manger, savourer les bonnes choses avec des amis, des bons soupers, du bon vin. Bref, le moment présent, c'est la seule façon. Et respecter son corps. Ouais. Respecter son corps. Neale Donald Walsch, j'ai eu l'occasion de l'interviewer chez lui dans l'Oregon. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cette interview, allez la voir. Elle est en anglais, mais je pense qu'elle a été sous-titrée en français. D'ailleurs, un très beau moment.
Et qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre-là, justement, par rapport... Parce qu'il était vraiment dans le creux, et là, d'un seul coup, il y a eu cette espèce de connexion, d'éveil, d'ouverture. Il a reçu des paroles, un peu comme peut-être quelqu'un qui écrit. Absolument, totalement. C'est le fun que tu le dises. En fait, ce qui m'a touché le plus, puis je t'en parle, puis j'ai des frissons, ce qui m'a touché le plus, c'est que je me suis reconnu dès le départ dans son livre, parce que quand il a commencé à écrire, il était complètement perdu. Son âme était complètement... Il était pas centré du tout. Il y a un certain moment donné, il a entendu des choses, mais c'est comme si, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression, et c'est pour ça qu'il a vendu des millions de copies, là, j'avais l'impression que Dieu me parlait vraiment. Vraiment. Peu importe qui est Dieu et comment est Dieu, est-ce que c'est nous qui nous parlons à nous-mêmes? Je ne le sais pas, mais l'effet que ça m'a fait ça a été une révélation. Ça m'a fait du bien, je me suis senti moins seul. Ouais. Comment on appelle cette voix? Alors, c'est une voix claire, qui est puissante, qui est marquante, qui est baignée d'amour, qui est baignée de lumière. C'est quoi? C'est des bons termes. En fait, je pense que tu le décris bien, peut-être mieux que moi. Je sais pas, peut-être notre voix intérieure, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer, mais je sais que ça fait du bien. Ouais. Alors, les mots sont justes. Hein. Les mots étaient parfaits, toujours. C'est incroyable comment les questions et les réponses qui sont dans ce livre-là, on a l'impression de toujours se les avoir posées et les réponses arrivent page après page. Ouais. Ça a été un beau moment. Comment tu vis ta vie maintenant au quotidien? Parce que je sais que tu as écrit une chanson en 2013, là, Je m'abandonne. Donc, ça a un peu changé de style. Hein? Oui. Ça a été justement pour me prendre un peu moins au sérieux. J'ai décidé de laisser cette chanson-là aller à la radio, de la sortir comme extrait, parce que c'était plus festif et justement, il y avait moins ce message un peu compliqué des fois et de croissance personnelle ou de recherche de soi, blabla. J'ai décidé de m'amuser à la faire. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que je me suis imprégné beaucoup des artistes pour qui j'écris dans les dernières années et j'ai repris le goût d'écrire simplement pour écrire de la musique. Ouais. Et en le faisant pour les autres, je me suis dit, si je suis capable de le faire pour les autres, je suis capable de le faire pour moi. Et j'ai du plaisir. J'assume la chanson à 100%, même si c'est pas exactement la plus introspective, mais je peux vous dire, j'ai un spectacle demain en première partie d'Isabelle Boulay. Je vais la faire. Et je vais la faire avec un groupe, avec des trompettes, etc. Et je suis très, très, très fier et surtout très, très content de pouvoir la faire demain. Est-ce qu'on va te voir aussi en France? Parce que je sais que ça s'est diffusé grâce à Internet, Belgique, Suisse, Québec, en France bien sûr, et partout dans le monde, là où il y a les francophones, parce qu'on est quand même nombreux. Est-ce qu'on peut venir te voir, nous aussi? Tu parles en France. Si je vais aller... Europe? Ben, je suis allé à quelques reprises dans les dernières années. Alors, mon but, c'est définitivement d'y retourner le plus souvent possible. J'ai commencé à faire quelques fans supporters dans certaines régions de la France, de la Belgique, de la Suisse. C'est pas encore un buzz, mais assez pour pouvoir y retourner. Peut-être dans des spectacles plus minimalistes, peut-être encore seul ou en duo avec un pianiste ou une violoncelliste. On va créer des possibilités là aussi. J'espère que oui. J'espère que oui. J'ai la chance d'être capable de m'accompagner seul. Donc, quand les budgets sont plus petits et les salles sont plus petites, alors des fois, c'est peut-être plus approprié de faire les voyages seuls. Mais c'est pas pareil comme faire un spectacle en formation complète avec un batteur, bassiste, guitare électrique, violoncelle, trompette. Non, c'est une autre chose. Puis je pense que c'est tellement important de s'aligner avec ses rêves et vraiment ce qu'on désire. Et c'est pas s'imposer, mais c'est aussi être... c'est ça qui te fait triper. Pourquoi pas rêver ça et vouloir ça et seulement vivre ça et dire non, on reste. En fait, tu me dis quelque chose qui me branche parce que moi, je vis pas un rêve. C'est pas mon rêve, ça. Puis je veux pas que ça sonne prétentieux. J'ai pas le choix de faire ça. Ouais. C'est ça que je dois faire. Ouais. Dans les beaux moments, dans les moins bons moments, dans les moments de doute, je peux pas arrêter. C'est comme si j'avais, je sais pas si c'est moi qui s'est imposé ça, mais c'est un peu comme si j'avais une mission. Ouais. C'est, en anglais, on dit « it's my calling ». Welcome to me as well. C'est ça. C'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Et toi, tu véhicules ton âme et ton message d'une autre façon. Tu te promènes à travers le monde et c'est ça. C'est comme ça que tu fais du bien. On fait du bien et qu'on fait du bien. Absolument. Mais moi, la musique, c'est pas un rêve. Moi, ça m'importe peu de devenir rockstar. Ouais. Tant mieux si on me connaît plus. Tant mieux si je vends plus de disques puis je fais plus de spectacles. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de continuer ma mission à échelle plus grande. Oui, mais c'est l'éclat d'être avec des musiciens, l'ambiance, plus de monde, c'est quand même génial. Absolument. Ouais. C'est un beau message. Mais c'est pas un rêve de devenir populaire. Ça n'existe pas en moi.
Mais j'ai la soif d'avancer et d'avoir du succès quand même. Ça serait menteur de dire que je veux pas avoir du succès. Non. Succès, rêve, c'est un peu... Ça n'occupe pas la même place dans ma tête et dans mon cœur. Et ça, c'est important. Je pense que c'est ce qu'on est appelé à faire maintenant pour aller au-delà de nos peurs, justement, au-delà de nos doutes de nous-mêmes. Et c'est même pas conquérir, mais c'est transmettre ce message du cœur. Hein. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Parle-moi du cœur. Le cœur, ça vient de là. C'est ta source de bonheur. Tu t'arrives comment à te connecter, justement, à cette partie-là? C'est plus qu'un organe. En fait, je sais pas si le cœur, l'âme sont eux-mêmes connectés, mais il doit certainement avoir une corrélation. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille équilibrée. Mon père était quelqu'un d'extraordinaire avec une joie de vivre incroyable et il a tellement marqué ma famille, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, mes amis à moi. Mon père est resté un mythe, quelqu'un de spécial pour tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'était un passionné. Il était passionné de ses enfants, il était passionné quand il faisait son vin, il était passionné quand il coupait son prosciutto, il était passionné... Il y a un peu d'italien, là. Hein? Mais mon père est italien. Oui. Ben, il y en avait énormément d'Italiens dans lui. Extrêmement fier d'être italien, mais aussi extrêmement fier d'être tombé en amour avec le Québec. Ouais. Mon père, c'était un Québécois à la fin. Un Québécois italien, parce qu'il est arrivé ici, il avait 26 ans, donc c'était un vrai Romain, un vrai Italien. Mais moi, j'ai hérité de ce côté passionné-là. Ouais. Alors moi, je pense que la passion me pousse à vivre ma vie comme ça. Ouais. Ouais. Et des fois dans le doute, souvent. Mais c'est la passion qui me pousse. Ça m'a poussé quand je gagnais ma vie comme hockeyeur. Ça me pousse encore aujourd'hui à gagner ma vie. Et c'est drôle parce que des fois, j'ai des fans qui me disent « Félicitations, Christian, t'as jamais lâché, t'as jamais abandonné. » Mais ça ne m'est jamais passé par la tête. Alors, je prends pas de crédit pour ça. Ouais, c'est ça qui est beau avec ta chanson « Je m'abandonne » parce que je pense que pas dans cette réussite, parce que c'est pas le bon mot, mais dans cet accueil et dans ce vivre sa passion, il y a une partie de soi qui doit s'abandonner justement au destin, même à Dieu si on veut dire, à la vie, mais qui doit faire confiance. Hein. Je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Tu le dis bien. Tu le dis mieux que moi. Mais non. Et poser la question, c'est d'y répondre. Ouais. Exactement. Je m'abandonne. J'ai changé le texte de la chanson quelques jours avant de la lancer à la radio parce que je voulais plus qu'elle me colle à la peau de cette façon-là, justement. Et de l'éloigner un peu aussi juste d'une simple histoire d'amour, mais plus de parler du moment présent. C'est pour ça qu'à ce moment-là, dans la chanson, dans le refrain, il y a quand même un clin d'œil à l'auteur-compositeur qui habite en moi, qui veut quand même parler du moment présent. Let's take the time, make the time. Ouais. Merci beaucoup pour ce délicieux moment. Si tu avais un dernier message à toutes les personnes qui regardent dans le monde entier, un message personnel, un message qui te tient à cœur, quelque chose que tu aimerais voir de ton vivant. C'est sans prétention j'aimerais être capable de l'appliquer sur une base régulière. Malheureusement, je ne suis pas rendu là. Ma sagesse n'est pas encore rendue là. Il m'en manque encore énormément. Mais ça serait vraiment être capable de vivre toujours dans le moment présent. C'est la seule façon d'avoir une vraie belle qualité de vie. C'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on vit dans le passé, on vit dans les remords, les regrets. Si on vit dans le futur, on va vivre dans l'angoisse de ne pas avoir ou de ne pas... Mais il n'y a rien qui existe sauf le moment présent, c'est clair. Tous les vieux livres en parlent. Tout le monde parle de ça. Ouais. Ceux qui ont atteint la sagesse, ils nous le disent. Ouais. Le moment présent, c'est juste ça qui existe dans la vie. C'est la seule façon d'être vraiment heureux, sans tout le matériel et le plastique qui existe autour. Le moment présent. Ouais. C'est tellement vrai. C'est une illusion à le passé et le futur. Ouais. C'est une illusion. Ouais. Et ben en tout cas, vive le moment présent, vive le flow du moment. Merci de nous avoir accueillis dans ton magnifique studio ici au Québec. Merci beaucoup. Merci à toi parce que, évidemment, j'ai vu sur Internet que tu as eu l'opportunité et le privilège d'interviewer des gens extraordinaires, à qui je voue des respects phénoménaux. Et je te trouve très chanceuse d'ailleurs. Et le fait que tu sois ici et que tu as apporté ton micro et ta caméra, moi, ça me touche parce que j'ai l'impression de peut-être avoir... Tu fais partie de la famille. Hein? Je sais pas, mais merci. Merci de me donner cette chance-là. Merci. Merci Christian et plein de gros bisous du Québec à tous les Désio co-créateurs. Gros bisous. Au revoir. On
l'expérience de l'art du bonheur. Attends, j'ai une idée. Faire preuve de patience, de persévérance. Oh, je cherche la voie. J'ai perdu trop de temps. J'ai gaspillé mes jours. J'ai fait des détours. Mais maintenant, je regarde autour. Je parle d'amour. Je dis bonjour. Pourquoi? Parce que je crois en moi. Je crois en moi. Je crois